Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que si je me plante pas, je filme le 100e point lecture de la chaîne. J'avoue que je suis pas peu fière. Du coup, pour l'occasion, je vous ai mis des paillettes. C'était la petite touche pompelope de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'aurez vu, sera donc un point lecture et un point lecture un petit peu particulier. Si vous suivez la chaîne, c'est vrai que dernièrement, à plusieurs reprises, je vous ai fait part du fait que malheureusement, ces derniers mois, j'avais peut-être un peu moins de temps à accorder à la lecture. Parfois, ça me frustrait un peu. Et puis, il faut reconnaître aussi que forcément, si je lis moins, j'ai moins de contenu à vous présenter. Et du coup, c'est un peu plus compliqué pour vous tourner des vidéos. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas un point lecture 100% lecture rikiki, vraiment ces petits livres qui traînent dans ma pile à lire, en me disant que comme ça, potentiellement, j'aurai du contenu sans forcément passer trop de temps sur ces lectures. Alors était-ce une bonne idée? Moyennement. Comme vous le voyez donc dernièrement, j'ai fait des lectures extrêmement courtes, des romans très courts, des nouvelles, etc. Et il y a eu du très très bon, mais aussi des choses qui m'ont pour le coup beaucoup moins emballé. Et comme cette vidéo est un point lecture, forcément maintenant, je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé. J'ai tout d'abord lu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ici aux éditions Pocket. Ça faisait vraiment un moment que ce roman traînait dans ma pile à lire. Il est extrêmement court, hein. Je pense qu'il fait un tout petit peu plus de 125 pages. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire le résumé de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je pense qu'absolument tout le monde la connaît, grâce ou à cause, je ne sais pas trop, en règle générale, de Disney qui bien sûr en ont tiré un dessin animé. Par contre, petite précision, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, Lewis Carroll était un personnage, ma foi, pas forcément extrêmement sympathique, puisque ce monsieur avait un très gros penchant pour les très jeunes filles. Bref, ce n'est donc pas pour l'amour de l'auteur que j'avais envie de découvrir ce classique, mais tout simplement histoire de parfaire ma culture personnelle, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même un classique. Et étant donné qu'en plus de ça, comme j'ai dit, il était très court, je me suis dit vraiment, il n'y a pas de raison, faut que tu le découvres, ça permettra de gonfler ton bagage culturel. C'est donc bien sûr ce que j'ai fait. J'étais donc extrêmement curieuse de pouvoir découvrir ce très court roman, comme j'ai dit, non seulement pour ma culture personnelle, parce que ce titre est un classique, mais aussi parce que j'étais curieuse de voir comment j'allais appréhender cette lecture avec peut-être l'œil avisé de la lectrice qui sait dans quel but ce roman a été à la base écrit. De nouveau, petite précision, oui, ce roman a été écrit pour faire plaisir, attirer les sympathies de la jeune Alice Liddell. Je ne retiens jamais son nom de famille, vous m'excuserez, ça n'a pas trop d'importance, afin, si je résume, que Lewis Carroll puisse un peu mettre son grappin sur cette très jeune fille. Oui, on en revient toujours au même, hein, vous l'aurez compris. Alors, il faut savoir que, personnellement, petite fille, je n'aimais pas vraiment le dessin animé que Disney a pu en tirer. Et malheureusement, je pense, après avoir terminé cette lecture, que je n'ai pas beaucoup plus apprécié l'œuvre originelle. Tout d'abord, et pour le coup ça n'a rien à voir avec l'auteur, je dois reconnaître que j'ai eu un petit problème avec le court texte d'introduction que l'on a, enfin de présentation, que l'on a vraiment au début du livre, vous voyez, qui fait 2 pages. Hein. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a écrit, je trouve, lisse beaucoup la personnalité de Lewis Carroll et gomme presque, je dirais, ses penchants pédophiles. Parler de l'affection qu'il avait pour les petites filles, et je reprends vraiment mot à mot, hein, comme étant la grande passion de sa vie. Personnellement, c'est pas bien passé. J'ai trouvé ça vraiment déplacé, voire même presque abject. J'ai par contre trouvé que toutes les notes du traducteur étaient extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent vraiment de comprendre toutes les références que Lewis Carroll a pu faire à la véritable Alice et également à ses sœurs, et permettent également de comprendre toutes les références et les jeux de mots, parce que oui, ce court récit on est vraiment truffé, parce que sans ça, si on n'est pas anglais et que l'on n'a pas les références même à la culture anglaise du 19e siècle, c'est certain, on passe à côté de beaucoup de choses. Après, d'un point de vue strictement littéraire,
Je dois avouer que personnellement, je ne recommanderais pas forcément cette lecture et que je n'y ai pas non plus pris du plaisir. Le style d'écriture n'a vraiment rien de particulier, hormis peut-être justement ces jeux de mots dont je vous ai parlé et qui personnellement, je le reconnais, m'ont assez peu intéressé. Et puis, il faut savoir que ce qui ressort vraiment de cette histoire, c'est le côté absurde que l'on retrouve à tous les niveaux. Alors oui, bien sûr, c'est voulu par l'auteur, c'est très certainement sa façon à lui de dépeindre et de mettre en scène l'imaginaire foisonnant, débordant et parfois ubuesque des enfants qui sont capables de se raconter des histoires pendant des heures, des histoires qui bien souvent semblent grotesques et sans queue ni tête aux yeux des adultes. Oui, de ce point de vue-là, c'est réussi, mais je suis désolée, en tant que lecteur, cette lecture ne m'a rien apporté et n'a pas été pour moi un moment agréable de lecture parce que justement, je pense qu'il y avait beaucoup trop d'absurde à mon goût. Je me suis aussi fait la réflexion que Disney en avait fait une adaptation plutôt fidèle à l'œuvre originale, même s'ils ont supprimé, je dirais, certaines scènes et certains personnages. Dans l'ensemble, je trouve qu'on y ressent bien l'ambiance globale et les personnages vraiment importants et intéressants de ce conte. Enfin, est-ce que c'est vraiment un conte ? Je sais pas, un conte, roman, nouvelle. J'avoue que j'ai un peu du mal finalement à le faire rentrer dans une seule case. Étant donné que cette histoire était à la base vraiment destinée à un public plutôt jeunesse, je serais vraiment curieuse de savoir comment les enfants l'appréhendent, comment ils la perçoivent et savoir si cette histoire leur parle, si cette histoire leur plaît. Parce que comme j'ai dit, moi petite, c'est vrai que je n'aimais pas le dessin animé et donc par extension je n'aimais pas non plus l'histoire, mais peut-être n'était-ce que moi, je sais pas du tout. En tout cas, si vous avez connu cette histoire en étant enfant, n'hésitez pas à me dire à l'époque le ressenti que vous en avez eu. Savoir si c'est juste moi qui n'ai pas accroché ou si ce dessin animé a traumatisé toute une génération. Ce qui n'est pas improbable. Ce court roman ne m'aura donc pas aidé à plus apprécier le personnage d'Alice, bien au contraire. Je dois reconnaître que dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez désagréable et assez peu attachante. Si vous appréciez l'absurde, peut-être que vous aimerez, mais ouais, pour ma part, je dois reconnaître que j'ai quand même plutôt du mal avec ce type de récit. Je suis donc heureuse d'avoir lu ce roman pour ma culture personnelle, mais néanmoins, vous l'aurez compris, je ne peux pas dire que ça a été un moment agréable de lecture. Malgré tout, ça m'a donné envie, en tout cas, d'en apprendre plus sur Lewis Carroll, parce que, comme j'ai dit, c'était quand même un personnage que je trouve personnellement fort détestable et j'aimerais comprendre comment il a pu être autant considéré et comment il le reste encore pas mal aujourd'hui et comment il a pu devenir finalement cet auteur classique malgré toutes les choses franchement plus que contestables qu'il a fait dans sa vie personnelle. J'ai donc un peu de mal à comprendre pourquoi et comment ce roman est devenu un classique et a traversé les âges, mais au moins désormais je sais de quoi il en retourne. Voilà, c'est donc fait, c'est très bien, je me coucherai moins bête, mais c'était pas ouf. Ah mais comme conclusion pourrie de fin de chronique, je pense que là mon internet est sommet. Bon, et puisque l'on est dans le conte, l'univers imaginaire et Disney, on va continuer comme ça au moins ce chapitre-là sera clos, puisque j'ai aussi lu du coup dans la foulée Blanche-Neige et autres contes des frères Grimm aux éditions Pocket. Je ne sais pas si, quand vous étiez à l'école, on vous a cassé les pieds avec l'importance de lire un énoncé jusqu'au bout. Eh ben, j'aurais peut-être dû m'en souvenir un peu plus adulte parce que lorsque j'ai acheté ce, là aussi, très très court livre qui fait même pas 100 pages, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai lu Blanche-Neige et je m'attendais à y trouver le conte de Blanche-Neige. Et je n'avais pas lu qu'en dessous c'était marqué « et autres contes ». Donc, dans ce recueil, parce que oui, pour moi c'est donc un recueil de contes, on n'y retrouve pas seulement l'histoire de Blanche-Neige, mais plein d'autres histoires créées par les frères Grimm. Je vous avoue que je ne sais pas si ce sont tous les contes qu'ils ont créés ou s'il y en a d'autres qui ne se retrouvent pas ici. J'ai pas poussé mes recherches aussi loin et c'est bien dommage, hein. Vous me direz si j'étais une bonne chroniqueuse,
J'aurais peut-être dû le faire, mais à culpa. Toujours est-il donc que dans ce livre, on va retrouver non seulement l'histoire de Blanche-Neige, mais également par exemple l'histoire d'Hansel et Gretel, du Petit Poucet, de La Belle au Bois dormant, de Tom Pouce, de La Princesse au Petit Pois et encore d'autres que j'ai très probablement oubliés. Et vu la taille de ce livre comparativement au nombre de contes dont il regorge, vous vous en doutez, on est donc sur des contes très courts. Et je risque de me répéter, excusez-moi par rapport à ce que j'ai dit avant, mais là encore, j'avais très hâte de faire cette lecture pour parfaire ma culture personnelle. C'est donc chose faite et j'en suis ravie. Mais je ne peux pas dire que ce sera mémorable pour ma part, ni que ce fut un bon moment de lecture. Vous le sentez là, le bis repetita avec Alice au Pays des Merveilles? Finalement, regarder les Disney, c'était pas si mal aussi. Tout d'abord, et là pour le coup, c'est, je dirais, sans grande surprise, j'ai découvert dans ce recueil les contes originaux qui sont bien souvent beaucoup plus glauques et beaucoup moins lisses que les contes que l'on nous racontait enfant et que justement on a connus au travers des dessins animés de Disney. Je me suis donc demandé si à la base ces contes avaient été écrits justement à destination des enfants, parce que si c'était le cas, ma foi, c'était quand même une éducation et une morale bien particulière qu'on leur inculquait à l'époque. D'ailleurs, en parlant d'époque, c'est quelle époque? À quel siècle ont vécu les frères Grimm? Ok, on est sur du 18e, 19e siècle, puisque les frères Grimm sont nés en 1700 et des patates, et morts en 1800 et quelques. On est d'accord, les questions d'éducation parentale à l'époque n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Néanmoins, donc, au-delà du fait que la plupart de ces contes soient assez sanglants, je dois dire que dans pratiquement tous, la femme y tient des rôles généralement plutôt peu reluisants. Est-ce que cela est surprenant? Pas vraiment. Mais je tenais tout de même à le signaler. Tantôt tout juste bonne à faire la popote et à se taire, tantôt objet de débauche et de perfidie, et en règle générale, elles sont plutôt vues comme assez sotte et malléable. Ah, ça fait rêver comme vision de la femme, je vous l'avais dit. Alors oui, ces histoires sont vieilles et la mentalité de l'époque était complètement différente de celle qu'elle est aujourd'hui, encore que pas forcément dans le cerveau de tout le monde. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, a transpiré tout au long de ce recueil de nouvelles. J'ai été un peu étonnée par la forme des contes parce que naturellement, je pense, je m'attendais à y trouver à chaque fois une sorte de morale, un peu comme dans les fables de La Fontaine, et ce ne fut généralement pas le cas. Pour ce qui est des longueurs, en règle générale, vous l'aurez compris, ce sont des contes plutôt courts, même si certains sont clairement beaucoup plus courts que d'autres. Et en termes d'intérêt littéraire pur, là aussi, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. La plume est très simpliste, voire complètement bateau. Je suis persuadée qu'un élève de collège n'aurait pas moins bien écrit. Il n'y a pas de recherche particulière dans le style, il n'y a aucun effort et par conséquent, comme Alice au Pays des Merveilles, là encore, j'ai un peu du mal à comprendre comment et pourquoi ces contes ont autant traversé les âges. Alors si je devais résumer, je dirais que non, ce ne fut pas une lecture non plus désagréable, mais c'est clairement une lecture qui pour ma part a été beaucoup plus enrichissante sur le plan culturel que sur le plan littéraire. En résumé, s'il vous passe entre les mains, pourquoi pas, mais très clairement, si vous ne le lisez pas, je trouve que vous ratez pas forcément grand chose. Bon, je vous rassure tout de suite, avec les deux tout petits bouquins suivants, on est quand même sur un autre niveau. J'ai donc ensuite lu Lady Susan de Jane Austen aux éditions Hugo Poche. Alors de Jane Austen, on entend tout le temps parler d'orgueil et préjugés, d'éma, de persuasion et voilà, des différents titres beaucoup plus connu et conséquent qu'elle a pu écrire, mais j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce titre-ci, du coup quand par hasard je suis tombée dessus, franchement j'étais hyper emballée. En plus de ça, contrairement à la plupart de ces romans, là on est sur quelque chose de très court. Pour moi, on est presque du coup vraiment plutôt sur de la nouvelle. Cette histoire, elle l'a écrite à l'âge de 17 ans. En réalité, c'est l'un de ses tout premiers écrits qu'elle a retravaillé par la suite et qui a donc été publié plus tard. Disons-le clairement que je n'aurais pas vraiment eu envie de côtoyer une femme bien particulière qui a perdu son mari. Elle est donc veuve, elle a une fille,
je crois d'à peu près 16 ans, qu'elle ne veut pas forcément voir, hein. Elle préfère clairement l'envoyer en pension histoire de ne pas l'avoir dans les pattes. Et donc Lady Susan va se faire inviter chez son beau-frère afin de mettre en place certains petits plans qui permettront de servir sa personne et aussi afin de se faire un petit peu entretenir. Il faut savoir donc que ce court roman / nouvelle est en fait une compilation d'échanges épistolaires entre Lady Susan et l'une de ses meilleures amies qui est restée à Londres, entre sa belle-sœur et la mère de celle-ci. Bref, entre, je dirais, moins d'une dizaine de personnages qui vont du coup s'échanger des lettres, et c'est par ce biais que l'on va comprendre toute l'histoire. Il y avait personnellement un bon moment que je n'avais pas lu d'écrits de Jane Austen. Je pense que le dernier était Emma, et pour le coup ça n'avait pas été une super réussite, hein. C'est clairement pour l'instant le roman que j'ai le moins aimé d'elle, et j'en avais du coup presque oublié à quel point son écriture est agréable et d'une modernité folle pour l'époque. Contrairement à certains classiques et ou œuvres plutôt anciennes, ces romans ne sont jamais ennuyeux à lire, bien au contraire. Avec Lady Susan, elle livre une fois de plus une histoire qui dépeint la société anglaise et les apparences qui vont avec beaucoup d'humour et de lucidité. Je dois reconnaître que j'ai adoré, détesté Lady Susan. Comme je le disais, c'est une femme fourbe qui n'a de cesse d'user de ses charmes, du maniement des mots et des apparences pour mener son petit monde à la baguette et arriver à ses fins. Durant toute ma lecture, j'ai vraiment attendu sa chute parce que on ne peut que souhaiter que de tels agissements ne restent pas impunis. Et à plusieurs reprises, Jane Austen nous balance des petits rebondissements, des petits retournements de situation qui permettent vraiment, je trouve, de rythmer l'histoire et de relancer l'intérêt du lecteur. J'ai beaucoup aimé la forme en elle-même de cette nouvelle, comme j'ai dit, cette compilation d'échanges épistolaires qui donne, je trouve, beaucoup de rythme à l'histoire, et même par certains moments lors de ma lecture, j'avais presque l'impression d'avoir en face des yeux finalement une pièce de théâtre hyper vivante et toujours dans la joute verbale. Vraiment, ce fut une lecture très agréable, caustique tout en étant un peu cynique. On peut dire que Jane Austen ne fut pas tendre avec la société bourgeoise anglaise dans laquelle elle a grandi et qu'elle n'a pas non plus épargné les femmes de son époque, mais peut-on vraiment lui reprocher d'avoir été finalement aussi lucide et également aussi entière? Personnellement, je trouve ça assez génial et admirable qu'à cette époque où les femmes étaient tout de même plutôt soumises et bridées, elle ait su écrire avec autant de liberté, qui plus est à un âge aussi jeune, puisque, comme je l'ai dit, elle a écrit cette nouvelle à 17 ans seulement, s'il vous plaît. Décidément, j'aime beaucoup l'écriture de Jane Austen, que je trouve à la fois drôle et très moderne. Finalement, lire ces romans, et plus particulièrement d'ailleurs cette nouvelle, c'est un peu comme suivre des épisodes plutôt des Feux de l'amour ou de Dallas, mais en version anglaise à l'époque victorienne. Vraiment, tous les coups sont permis, bien sûr, sous des faux airs de courtoisie. On a vraiment, je dirais, les bonnes gens et les perfides, et on voit un peu comme si on était en coulisses toutes les petites manigances des uns et des autres, les faux semblants, les apparences trompeuses, et on se demande jusqu'à quand tout ça va tenir. C'est pourtant, j'en conviens complètement, le genre d'histoire qui, sur le papier, en théorie, n'est pas vraiment fait pour m'intéresser, mais il n'y a rien à faire. Avec cet auteur, c'est toujours un délice. Peut-être justement parce que, comparativement à d'autres auteurs classiques, son écriture a ce petit quelque chose qui ne se prend pas au sérieux, et du coup, ce plaisir d'écriture que l'on ressent chez elle se transforme du côté du lecteur en plaisir de lecture. Cette lecture m'a donc donné très envie de découvrir rapidement l'un des rares romans de Jane Austen que je n'ai pas encore lu, histoire de voir une fois de plus quelle fourberie et imbroglio de la haute société anglaise elle va me livrer. Ce fut donc une lecture très rapide et très agréable que je trouve personnellement parfaite
pour découvrir justement l'univers et le style de Jane Austen. Donc si vous n'avez encore jamais lu cet auteur et que vous avez un petit peu peur en voyant ses autres pavasses, je vous conseille vraiment de vous procurer ce titre-ci qui, voilà, je pense vous donnera un petit aperçu vraiment de ce qu'elle propose. Et du coup, si ça vous plaît, vous saurez que vous pourrez du coup vous lancer dans ces romans un peu plus conséquents. Et je vais terminer ce point lecture avec un autre livre très court, forcément, qui est un petit peu un ovni littéraire que j'aurais un peu du mal, là encore, à mettre dans une seule case. Et il s'agit de L'enfant dans le placard d'Ottilie Bailly, aux éditions J'ai lu. J'ai acheté ce roman il y a assez peu de temps et voilà, il est très rapidement passé, je m'en doutais parce que oui, là encore, il est très court. Il fait, je crois, 130 pages. Ouais, même pas, un petit peu plus de 120 pages. Et ce livre est un mélange entre un témoignage et, je dirais, un très court roman contemporain noir. Un mix un petit peu de tout ça, puisqu'il a donc été écrit par Ottilie Bailly, qui est psychologue, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bonne mémoire. Et dans la préface de cette histoire, on nous dit que l'auteur nous a fait part de faits, bien qu'elle ait modifié voilà, certains noms, de faits réels dont j'imagine elle a peut-être eu connaissance par le biais de certains de ses patients. Donc voilà, on se lance vraiment dans cette lecture en sachant que ce qu'on va nous y raconter est vrai, que c'est vraiment arrivé et c'est vraiment ça le plus terrible et le plus terrifiant puisque dans ce très court roman, on va vraiment être plongé dans la tête d'un jeune garçon de 5 ans qui va être enfermé pendant des mois dans le placard chez lui par son beau-père et sa mère. Ce livre est donc très court, mais sincèrement, il n'y avait vraiment pas besoin de plus pour bousculer et marquer le lecteur. Ce roman est bouleversant et en même temps, malheureusement, pas surprenant. Et c'est bien ça, comme je disais, le plus triste dans cette histoire. Ce roman est bouleversant parce que l'auteur arrive vraiment, comme je le disais, à nous faire rentrer dans la tête, le corps et le quotidien de cet enfant de 5 ans enfermé dans ce placard par ses figures référentes, par donc son beau-père, mais aussi par sa mère qui l'aime et qui l'adule de tout son cœur. Alors je vous préviens, en soi, dans ce livre, il n'y a pas de scène de violence dans le sens violence physique. Cet enfant n'est pas battu à coups de bâton, mais la violence des mots, des paroles et des choix en font tout de même vraiment un récit qui soulève le cœur. En tant que maman, et d'ailleurs en tant tout simplement qu'être humain, je me suis demandé vraiment tout au long de ma lecture comment il était possible de faire ça à un enfant et encore plus de la part de sa propre mère. Et ce qui est d'autant plus touchant, c'est que, comme je l'ai dit, étant donné que cette histoire est racontée sous le regard de ce petit garçon qui aime et qui idéalise complètement sa mère, eh bien on ne se retrouve pas face à cette image de la mère monstrueuse puisque ce petit garçon n'a de cesse finalement de trouver des excuses qui dédouanent le comportement de sa mère et qui du coup expliquent presque ce qui lui arrive comme si quelque part il en était en partie responsable. Le style de l'auteur peut paraître un petit peu déroutant au début de la lecture puisqu'on va vraiment passer d'un point de vue interne, donc dans la tête de ce petit garçon, à parfois des points de vue externes, et ce sans vraiment de séparation. On a également parfois des phrases très courtes, très abruptes, et des constructions parfois un peu hasardeuses, puisque formulées par un enfant de 5 ans, qui sont entrecoupées d'autres phrases qui pour le coup sont beaucoup plus littéraires, et l'ensemble, je dois le reconnaître, fonctionne parfaitement. L'immersion est là, la projection est là et bien sûr l'empathie est immense. Ce roman, c'est une histoire de famille malheureusement, je pense, assez banale entre guillemets, comme je suis persuadée qu'il en existe des milliers en France, alors que ce genre de situation ne devrait plus jamais exister. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'est pas avec, je sais pas, un couple complètement alcoolique ou des gens extrêmement borderline. Non, on est avec monsieur et madame tout le monde qui, quand on les croise dans la rue, semblent bien sous tout rapport. Des gens
lambda qui sont capables du pire dans leur quotidien. C'est complètement fou de se dire que cette histoire est vraie et en même temps, si on prend 3 secondes pour se poser et regarder un peu au fond de soi et réfléchir, on s'est dit que oui, on a conscience que malheureusement, ce genre de situation continue à exister. C'est donc un livre très court, mais qui n'a absolument pas besoin d'être plus long. C'est vraiment une lecture que je recommanderais, si possible, de faire d'une seule traite pour vraiment se prendre cette claque que l'auteur, je pense, a voulu donner. C'est vraiment un titre qui vient percuter le lecteur de plein fouet, qui marque sans avoir besoin d'avoir recours à de la violence ou des scènes chocs ou encore des détails putassiers. Non, c'est un titre coup de poing écrit avec beaucoup de sobriété et presque même de douceur par moment. Et même si cette lecture ne sera pas pour ma part un coup de cœur, je sais pertinemment que c'est vraiment un livre qui me marquera sur le long terme. Alors traitez-moi de pessimiste si vous voulez, mais je ne pense malheureusement pas que ce genre de livre permettent vraiment de faire bouger les choses, permettent de faire avancer la protection de l'enfance, mais qui sait, je me dis que si ce titre a permis ne serait-ce que de changer ou de faire réfléchir qu'une personne, alors c'est déjà une très bonne chose. C'est donc une lecture que je ne peux que recommander, mais attention, sachez que ce que vous allez y trouver, c'est une histoire à peine croyable sous des airs d'une banalité déconcertante qui risque fort de vous ouvrir le cœur en deux. Vous êtes prévenus. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment un pseudo-témoignage très réussi. Et voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer ce point lecture. Je pense que j'ai peut-être été un petit peu plus rapide que d'habitude, que cette vidéo sera un peu plus courte, mais bon, que voulez-vous, je pense que à lecture rikiki, forcément, je n'avais pas énormément de choses à en dire. Je suppose que c'est proportionnel, en tout cas, ça paraît plutôt logique. Sur ce, j'espère que les livres que je vous ai présentés vous auront peut-être pour certains titillé. Voilà, si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Vous l'aurez donc compris, j'ai fait l'expérience et ce n'est pas forcément parce que l'on lit des lectures très courtes que l'on fait de très bonnes lectures. Et ce n'est également pas parce que ces lectures étaient très courtes que je les ai lues beaucoup plus vite que d'autres. Là, dernièrement, j'ai lu un roman de à peu près 500 pages en, je pense, 2 jours. Voilà, je l'ai complètement dégommé. Et je sais pas si c'est par effet de vase communicant, mais après avoir lu ces lectures extrêmement courtes, bah maintenant j'ai envie de me bouffer de la pavasse. Donc ma foi, c'est pas impossible que vous en ayez dans le prochain point lecture. En tout cas, vous le savez, n'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire. Et sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!